Le but de cet événement est de faciliter le dialogue de gens dans de nombreux pays, et particulièrement les jeunes, et comment ils peuvent coopérer pour un nouvel ordre économique et monétaire international plus juste. Et donc, une grande partie de cet événement sera justement un dialogue, pour que justement tous les gens qui sont connectés aujourd'hui sur cette plateforme puissent parler, communiquer, échanger, dialoguer. Et nous allons commencer avec un discours préliminaire de Helga Tsepla-Rouge, la fondatrice de l'Institut Schiller. Et ensuite, si tout se passe bien d'un point de vue technique, nous serons très honorés d'accueillir Naledi Pandor, l'ancienne ministre de la Coopération internationale, des relations internationales de la République de l'Afrique du Sud. Et laissez-moi m'assurer si Madame Larouche est prête à prendre la parole. Oui, elle est prête. Oui, je suis prête. Alors, je suis très honoré d'introduire Madame Elka Tsep-Larouche, fondatrice de l'Institut Schiller International. Madame Larouche. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde, où que vous soyez, à quel cœur que vous viviez. Parce que malheureusement, le monde aujourd'hui peut être caractérisé en une seule phrase. Il s'effondre en morceaux. Et le monde, jour après jour, devient une place de plus en plus difficile à vivre. Pour tout le monde, pour les jeunes et les vieux d'ailleurs, mais particulièrement pour les jeunes en particulier. Et je pense toujours que ce n'est pas juste de vivre, de voir ces jeunes qui voient leur vie, leur futur dans un monde qui s'effondre, comme on le voit avec la situation présente. Donc, le système international comme il se développe aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, après ce qu'on appelait la guerre froide, ce monde-là est en train de se désintégrer. Et c'est un processus continu depuis, mais qui s'accélère aujourd'hui, de manière accélérée. On a deux guerres régionales, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Et ces deux guerres sont en train d'atteindre des points de tension jamais vus, qui peuvent faire que cette guerre s'étende au niveau international. Et laissez-moi dire quelques mots aujourd'hui autour de la situation iranienne. Après ce qu'on appelle le Memorandum of Understanding, c'est-à-dire l'accord de coopération qui avait été signé entre les États-Unis et l'Iran en juin de cette année, maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est une question du passé. Les États-Unis ont décidé de réattaquer l'Iran pendant 7 jours d'affilée, donc des bombardements 7 jours non-stop. Et selon les Iraniens, de plus en plus de cibles civiles qui sont frappées par les Américains sur le territoire de la République d'Iran. Et bien sûr, l'Iran, comme on le sait, frappe les bases américaines dans les pays voisins, qui sont les pays satellites des États-Unis dans la région. Mais les États-Unis ont dit que leur but était de détruire complètement l'appareil militaire iranien. Et après 5 mois, les États-Unis n'ont jamais été capables de faire tomber l'Iran militairement, alors que les États-Unis sont soi-disant la puissance militaire la plus puissante du monde. Et avec Israël, qui est également extrêmement puissant militairement, n'ont jamais été capables de détruire l'Iran, qui est un pays qui n'est pas doté de capacités militaires exceptionnelles. Donc il n'y a plus aucune chance que cette guerre soit gagnée d'un point de vue purement stratégique pour les États-Unis et Israël. Et donc, mais malgré tout, ils continuent à frapper des milliers de cibles sont identifiés par les États-Unis pour continuer à frapper l'Iran avec des missiles à moyenne portée, des missiles à courte portée, des longues portées, des drones de surface, comme on dit, des missiles balistiques. Donc tout l'armada, tout l'arsenal aujourd'hui est déployé. C'est des milliers de cibles identifiées et prêtes à être frappées par les États-Unis.
même des frappes dans les montagnes à très haute altitude. C'est-à-dire que c'est une volonté totale de destruction. Et par exemple, les HIMARS, vous savez, les fameux des missiles de longue portée qui sont capables d'envoyer avec précision, hein, de manière très très précise et de frapper très fort en profondeur des sites. Mais selon Lockheed Martin, ils peuvent en faire seulement 56 cette année. C'est-à-dire qu'ils ne produisent, s'ils en utilisent 8 par jour, donc en une semaine, il n'y a plus du tout de missiles à longue portée américains produits par Lockheed Martin, qui est la plus grande industrie de capacité militaire américaine. Et la Chine ne veut pas participer à cette guerre directement, mais a donné, bien sûr, on le sait, des armes à l'Iran dans le cadre de leur partenariat stratégique avant la guerre. Et dans les pays du Golfe, il y a 7 bases américaines, hein, et en juin de l'an dernier, les Iraniens étaient dépendants justement d'un système de GPS qui était contrôlé par les Américains, mais qui changeait les coordonnées au moment des frappes, qui changeait les coordonnées des frappes iraniennes, c'est-à-dire pour pas que les frappes iraniennes tombent à l'endroit voulu, en manipulant les données GPS. Mais aujourd'hui, l'Iran a développé son propre système de GPS qui lui permet de frapper là où elle veut, en Israël ou en les bases américaines, et de manière beaucoup plus précise que l'an dernier, par exemple. Donc les Iraniens, sans aucune illusion, bien sûr, s'ils peuvent faire confiance aux États-Unis, ils savent très bien que non. Il y a eu des négociations, des échanges diplomatiques, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à chaque fois, c'était utilisé par un prétexte à la fin où les États-Unis continuaient à frapper l'Iran. Donc, ils n'y croient plus du tout. Et quand les funérailles ont eu lieu d'Ali Khamenei, on parle de 43 millions de personnes qui ont participé à ces funérailles. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. D'abord, on n'a jamais vu des funérailles réunir 43 millions de personnes dans un seul pays. Donc, ils montrent la détermination de la population iranienne et derrière le gouvernement iranien. Et le 9 juillet, les parlementaires iraniens, Ibrahim Rezaï, a déclaré que si l'Iran serait encore attaqué, ce qui était le cas, alors ils vont changer leur doctrine nucléaire. Alors qu'aujourd'hui, il y avait la fatwa, vous le savez, hein, de l'ancien leader, de ne pas développer de manière accélérée, de ne pas utiliser l'arme nucléaire, mais que là, si ça continuait, ils changeraient leur doctrine nucléaire et pourraient développer, relancer leur programme et pourquoi pas l'utiliser à l'occasion. Et donc, les scientifiques nucléaires américains, Ted Postol, le grand expert, l'a dit à il a dit que l'Iran avait besoin de 3, 4 semaines, 2 semaines pour pouvoir avoir une arme nucléaire complète et utilisable et qui changerait totalement la donne stratégique au niveau international. Et hier, pour la première fois, l'Iran a été a ciblé justement les bases militaires américaines, mais ils ont frappé pour la première fois une centrale de dessalination de l'eau en Koweït. Mais comme vous le savez, ces pays du Golfe ont besoin 70, 80, 90% de leur eau qu'ils consomment vient des centrales de dessalination d'eau de mer. Donc, c'est un signal très fort qui a été fait par l'Iran, que si vous continuez à soutenir les bases américaines, on va vous empêcher d'avoir accès à l'eau. Et là, pour vos populations, et donc ça sera très compliqué. Et si on regarde tout ça, c'est un changement stratégique majeur dans l'équilibre mondial.
Il n'y a pas eu de changement de régime en Iran, malgré la volonté israélienne affichée de le faire. Maintenant, l'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz. Et si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert bientôt, et déjà, de toute façon, aujourd'hui, fournir l'énergie, le pétrole, les fertilisants, l'engrais, tout ça est réduit de manière considérable. Donc, on parle déjà, en fait, du danger et d'une dépression mondiale, si tout cela n'est pas arrêté prochainement. Et bien sûr, des nouvelles émeutes de la faim, parce que toutes les récoltes sont mises en géopardie, si vous voulez, ne pourront pas être, les nouvelles récoltes ne pourront pas même être plantées à cause du manque d'engrais, des semences et tout ça qui ne peuvent plus traverser le détroit d'Ormuz. Donc, c'est toute une situation grave qui se profile à l'horizon par-delà la situation actuelle. Et ça veut dire aussi qu'il faut une nouvelle architecture de sécurité pour la région. D'ailleurs, le Premier ministre de Oman l'a proposé, en incluant l'Iran et l'Irak d'ailleurs. Et Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, que la guerre, là on parle de la Russie, que la guerre avait commencé non pas en 2022, mais en 2014, bien sûr. On parle tout le temps de l'invasion russe de l'Ukraine, mais c'était surtout l'expansion de l'OTAN à l'Est qui a créé les conditions de ce conflit à la base et qui a commencé depuis 2014. Et rappelez-vous que James Baker II, le conseiller de Bush père, avait promis à Gorbatchev de ne jamais, que l'OTAN jamais ne s'étendrait à l'Est d'un mètre. Et il avait bien dit non, pas un mètre. Jamais l'OTAN n'ira un mètre plus loin que les frontières actuelles. Mais bien sûr, on le sait aujourd'hui, tout ça a été un mensonge. Et donc, le communisme, l'Union soviétique s'est effondrée. Et quand l'Union soviétique s'est effondrée, le pape Jean-Paul II avait dit que l'Europe ne devait pas, et l'Occident ne devait pas vivre de manière triomphaliste, de voir ça comme une victoire, au contraire, mais qu'il y avait aussi à l'Ouest une structure du péché, avait-il dit, qui pouvait conduire au même effondrement. Et malheureusement, plutôt que d'utiliser cette chance de l'effondrement de l'Union soviétique et de la chute du mur de Berlin pour bâtir les conditions de la paix, l'Institut Schiller, à l'époque, avait promu un pont terrestre eurasiatique pour connecter l'Europe et l'Eurasie. Mais les néoconservateurs, la Grande-Bretagne, ont utilisé ce moment historique pour imposer un monde unipolaire. Fukuyama, par exemple, un historien américain a dit que c'était la fin de l'histoire. Vous voyez, les démocraties libérales avaient gagné. Et, et moi, j'ai dit à l'époque, si on fait cette erreur d'imposer au monde et d'imposer à l'effondrement de l'Union soviétique le même système occidental libéral qui était également en faillite, alors on aura une grande période de pillage, c'est sûr, mais à la fin, on aura une explosion et un effondrement encore plus grand du système financier mondial, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et mon mari, Lyndon LaRouche, en 1971, quand le président Nixon a changé le système à taux de change fixe pour un système à taux de change flottant en détruisant les accords de Bretton Woods, mon mari Lyndon LaRouche avait dit à l'époque que si on continuait sur cette trajectoire, on aurait à la fin une nouvelle dépression, un nouveau fascisme et un nouveau danger de guerre mondiale. Et, et en 1971, j'étais en Chine moi-même à l'époque, pour la première fois. Mais je connaissais pas encore mon mari à l'époque. Mais ce que j'ai vu, je regardais ce qu'était la Chine à l'époque, au milieu de la révolution culturelle. C'était un pays très très pauvre, comme la plupart des pays africains aujourd'hui d'ailleurs. Et je le mentionne parce que c'est une référence sur ce qui s'est passé
sur ce miracle sans précédent que la Chine a fait depuis 1971. Et en 1975, M. Larouche avait proposé de remplacer le Fonds monétaire international par une nouvelle banque internationale de développement qui allait permettre d'éradiquer l'extrême pauvreté et de développer les pays du Sud global qui n'étaient pas développés par les infrastructures. Et, et quand mon mari, lui, revenait de la Seconde Guerre mondiale, il avait été à Burma, en Inde, et il avait vu que les pays sous-développés, ça ne pouvait pas rester. C'était la tâche la plus importante de l'humanité quand on voyait la pauvreté extrême qu'il y avait après la Seconde Guerre mondiale ou ce que j'ai vu en Chine, même dans les années 70. Et cette Banque internationale de développement était une proposition qui a été reprise par le mouvement des pays non alignés en 1976 à Sri Lanka, au Sri Lanka. Et c'était 85% de la population mondiale qui était représentée par les pays non alignés pour imposer un nouvel ordre économique mondial international plus juste. Et donc, ça a échoué, car les pays du Nord, qui ont été impliqués dans des processus de déstabilisation contre Indira Gandhi, contre Ali Bhutto, tous ces leaders des pays non alignés ont été déstabilisés. Mais Deng Xiaoping est arrivé en Chine en 1978 pour la réforme d'ouverture, comme on l'appelle aujourd'hui. Et en 1991, on a proposé le pont terrestre eurasiatique, après la chute de l'Union soviétique, pour unifier le continent européen via des corridors de développement comme une base pour la paix entre les peuples. Et la Chine a compris cette vision. Il y a une grande conférence en 1996. Après, on a eu la crise asiatique, comme on l'a dit, en 97-98, qui a un peu interrompu le processus. Mais en 1999, après 10 ans, et le gouvernement Helsinki qui avait en Russie, l'OTAN a décidé de changer sa doctrine militaire et d'imposer la doctrine du droit à protéger, qui a mis fin à l'esprit du traité de Westphalie, c'est-à-dire de ne pas intervenir dans les affaires intérieures des autres pays, dès 1999. Et en 2019, le président Xi Jinping a annoncé la nouvelle route de la soie en 2013 au Kazakhstan. Et c'était totalement en accord avec justement le pont terrestre eurasiatique que nous avions proposé à l'époque. Et ça a été le début justement de l'extension de la Chine. Ils ont fait le miracle économique le plus important de l'histoire d'une nation. En 40 ans, c'était un pays extrêmement pauvre à tous les niveaux et aujourd'hui, c'est devenu la première puissance économique mondiale. Donc, ça devrait être une inspiration pour tous les pays du Sud global parce que c'est possible. Et au même moment, quand la Chine a commencé à aller dans cette direction de la nouvelle route de la soie, l'initiative Une ceinture, une route, c'est là où l'Europe a décidé de devenir l'Union européenne, de devenir une forme de nouvel empire occidental. L'Union européenne est une puissance impérialiste. En voulant que l'Ukraine joigne l'Union européenne, dès 2013. Ensuite, il y a le coup d'État de Maïdan, qui a été totalement créé, financé pour intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et l'ancienne chancelière Merkel a même dit et reconnu que si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, ce serait évidemment un casus belli pour la Russie, bien entendu. Et tout le monde le savait. Mais l'OTAN a continué à s'étendre vers l'Est jusqu'aux frontières de la Russie.
Et maintenant, on a cette guerre, une guerre de proximité, comme on dit, de l'OTAN contre la Russie à travers l'Ukraine. Ça fait 4 ans que ça dure. Et ça arrive à un moment où aussi, comme en Iran, c'est au bord d'être en dehors de tout contrôle possible. L'invasion de Koursk, l'attaque justement contre la triade nucléaire de la Russie, donc c'est des tentatives d'assassinat et de coups d'État contre le président Poutine. Donc les lignes rouges sont franchies constamment par l'Ukraine. Et l'ancien secrétaire général des forces armées allemandes l'a dit lui-même. Il a dit, nous sommes au bord d'expérimenter une guerre totale qui sera internationale. Donc l'ancien chef des armées allemandes l'a dit lui-même. Et vous savez que la Russie possède des armes très puissantes, le missile Oreshnik, tout particulièrement, qui sont des missiles de longue portée qui peuvent porter évidemment des charges nucléaires aujourd'hui, qui sont des armes hypersoniques. Donc personne ne peut arrêter. Donc c'est pourquoi les jeunes du monde entier, aujourd'hui, les jeunes du Sud global, comme Sukarno, Nehru, la conférence de Bandung en 1955, c'était des jeunes. Ils avaient dit eux-mêmes que s'il y avait une guerre nucléaire entre les puissances du Nord, c'est-à-dire dans les pays de la guerre froide, alors peut-être on ne serait pas concerné le même jour, mais les semaines suivantes, la guerre serait totale et nous, on serait aussi sous les bombes. Donc ils étaient conscients qu'une guerre mondiale ne s'arrête pas aux frontières des deux pays. Et c'est pourquoi j'ai proposé dernièrement une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel pour remplacer ce système financier et international qui s'effondre. Et ces précédents historiques, comme le traité de Westphalie, que peut-être vous connaissez en 1648, presque 100 ans de guerre de religion. Et les gens ont réalisé que si la guerre continuait dans les deux parties, il n'y aurait plus personne à la fin pour faire la guerre et personne n'aurait la victoire. Et Xi Jinping, il a proposé 4 initiatives globales. L'initiative de gouvernance globale, qui est exactement la même chose que cette nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Et l'Institut Schiller a promu cette idée de cette architecture nouvelle de développement et de sécurité qui doit prendre en compte l'intérêt de toutes les nations sur cette planète. Et l'inspiration philosophique c'est cette idée de Nicolas de Cuse, qui était un cardinal du XVe siècle et fondateur de la science moderne et fondateur de l'État-nation moderne, qui avait développé cette idée de l'harmonie dans le microcosme. Dans le macrocosme peut seulement se développer si l'harmonie dans le microcosme. Car c'est dans l'intérêt de chacun de développer l'intérêt de l'autre. Et c'est ça l'idée d'une nation, quelque part, où chacun contribue à améliorer sa nation, mais aussi chacun contribue à améliorer la nation voisine, parce que c'est quand on s'entend entre nations qu'on peut se développer plus. Et donc, on a déjà, en 2014, mis en place un programme de développement global de ce qu'on appelait à l'époque le pont terrestre mondial, qui est l'idée d'avoir des infrastructures de développement, des infrastructures économiques de base, faisant le pont finalement réel dans le monde physique entre les différents continents. Vous voyez sur cette carte qu'on vous montre à l'image. C'est ça le nouvel ordre économique mondial que nous proposons, le développement. Et donc, et on peut commencer ça immédiatement. Une partie de ce plan est le plan Oasis, de prendre toute la région de l'Inde jusqu'à la Méditerranée, jusqu'au Golfe, pour faire des corridors de développement
Comme on l'a vu avec le corridor économique Chine-Pakistan, le système de transport nord-sud, également de l'Iran jusqu'à l'Irak, la Syrie, Jordanie, Israël, Palestine, Égypte, un autre corridor qui va de l'Inde à la Turquie, comme les anciennes routes de la soie, connecter les peuples, les civilisations, qui connectaient l'Asie avec l'Afrique déjà à l'époque et l'Europe, et l'Asie du Sud-Ouest. Et alors, l'Asie du Sud-Ouest sera un pôle central de développement sans précédent entre ces trois continents. Et c'est la même idée pour l'Afrique. Justement, en mettant en place ces corridors, l'agenda 2063, vous savez, avec tous ces plans, c'est un très bon exemple comme on l'a vu avec le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui est un exemple parfait de coopération entre l'Europe, la Chine et l'Afrique pour réaliser ce grand projet. Et on a des projets pour que le continent entier ait accès à l'électricité intégrés, de manière intégrée, des systèmes de chemin de fer intégrés entre toutes les capitales, des systèmes de canaux qui permettent d'accéder à l'eau et transporter les marchandises, comme le projet Transaqua pour le sauver le lac Tchad, en prenant les eaux justement du bassin du Congo, de faire un canal, parce qu'aujourd'hui cette eau n'est pas utilisée et va dans l'Atlantique, et à travers un système de canal, pouvoir revitaliser le lac Tchad, et ça donnera de la puissance hydroélectrique justement à plus de 12 pays sur le trajet. Et beaucoup d'eau évidemment pour l'irrigation et le développement agro-industriel. Et également des projets pour l'Amérique latine, comme le projet de canal, le rail bi-océanique qui relie les deux océans en traversant le continent d'Amérique latine. Et Alexander von Humboldt en parlait déjà au 19e siècle. Et évidemment, entrer dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie de fusion, vous savez, c'est-à-dire une société qui est basée sur les percées scientifiques et technologiques de haute intensité capitalistique, comme la fusion thermonucléaire contrôlée. Et bien entendu, l'exploration spatiale, qui est toujours fascinante et permet de faire des grandes découvertes. Donc c'est tout ça qui doit être intégré dans un nouveau système d'architecture et de développement. Et en 2050, il y aura 2,5 milliards d'individus en Afrique, rien qu'en Afrique. C'est 1 milliard de plus que maintenant, ce qui veut dire que dans les 25 prochaines années, on va devoir créer 1 milliard d'emplois productifs sur le continent. Donc tous ces projets et cette idée du mouvement de jeunes, c'est de accepter cette idée de paix par le développement, parce que c'est les jeunes qui vont faire la différence. Et si on regarde la situation stratégique internationale, on est en route vers la catastrophe. Les élites occidentales semblent incapables d'apprendre les leçons de l'histoire, incapables d'apprendre de leurs erreurs, incapables de reconnaître que l'effondrement actuel du système est le résultat de leur politique qui a échoué complètement à tous les niveaux. Et tout ça, c'est géopolitique. Je ne vois aucun espoir, malheureusement, pour l'Europe de jouer un rôle positif à court terme dans la situation mondiale. Et la situation entre la Russie et les États-Unis est extrêmement tendue. Entre les États-Unis et la Chine, c'est également un système de confrontation. Mais les voies du Sud global peuvent faire la différence si on s'unit. Et je pense que ce qui est crucial, c'est que les jeunes participent à cela. Parce que si vous, les jeunes, êtes ensemble, devenez une force, la force du Sud global, pour avoir un impact sur la situation stratégique. Parce que si ce n'est pas vous, il y a peu de chances que ça réussisse. De faire de ces projets vos projets de développement. Ces plans sont tout à fait réalisables. Et donc, et pour ça, c'est pour ça que nous organisons ce dialogue des civilisations, pour promouvoir le meilleur de chaque civilisation. En Asie,
la civilisation asiatique, la Chine, évidemment l'Inde, la Chine, la Thaïlande, beaucoup d'autres promeuvent 3 4 000 ans de tradition historique de leur civilisation, renforçant leur identité, qui est une base pour devenir optimiste, en fait, pour le futur, de connaître son histoire. Et l'exemple pour l'Afrique, c'est un discours magnifique qui a été donné par l'ambassadeur éthiopien à Berlin dans une conférence de l'Institut Schiller. Donc, il a présenté l'Éthiopie, c'est un des rares pays qui n'a jamais été colonisé. Et nous sommes tous éthiopiens d'une certaine manière. Et il y a 3,2 millions d'années, on a trouvé des fossiles humains, vous savez, en Éthiopie. C'est l'histoire Lucie, hein, et Diknesh en allemand, en Éthiopie, dans la vallée d'Afar. Et quelque part, c'est le premier être humain là où elle s'est développée. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on est tous éthiopiens avant de se développer dans les autres pays du monde. Donc, c'est 3 000 ans, c'est pas seulement 3 000 ans d'histoire, là, c'est 3 millions d'années d'histoire. Et donc, ça, c'est passionnant. C'est pas une civilisation, c'est pas un continent, c'est un mouvement entre les continents, entre les nations, les rencontres. Une civilisation, l'Empire romain s'est effondré, il y avait une renaissance à l'époque en Inde. Et voilà, donc après il y a la dynastie des Song en Chine, ensuite la Renaissance italienne. Et si on regarde à l'histoire, c'est un processus entier de l'histoire humaine, de l'histoire universelle, et comment l'humanité a progressé à travers justement ces différentes renaissances dans différentes civilisations. Et c'est pourquoi cette situation stratégique terrible dans laquelle nous sommes, on peut rester optimiste quoi qu'il arrive. Et je voudrais réitérer le 10e principe que j'ai proposé dans mes 10 principes pour la nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel. Le 10e principe, et je cite, la base d'un nouveau paradigme est de reconnaître que l'homme est fondamentalement bon et qu'il peut se perfectionner toujours avec son esprit créatif et la beauté de son âme. C'est la force géologique la plus importante de la planète, ce qui montre la cohérence entre les lois physiques de l'univers sont en correspondance et en cohérence avec les lois de l'esprit humain, et que le mal n'est que l'absence de développement du bien. Et cette auto-perfection de l'humanité, ce n'est pas automatique, ça nécessite un engagement de chaque individu pour améliorer votre âme, pour améliorer votre esprit, pour devenir une personnalité, un caractère beau. Et ça, c'est les conditions du paradigme nouveau dans lequel on veut entrer. Parce que dans la société libérale, le paradigme qui s'effondre aujourd'hui, vous avez cette idée que tout va. Toutes les idées folles, on fait ce qu'on veut, la perversion est partout, la violence, tout est permis. Mais on veut s'opposer à cela, un principe qui existe dans toutes les civilisations, c'est l'idée de Friedrich Schiller, l'idée de l'éducation esthétique. Parce que grâce au bel art, à l'art classique, on peut améliorer notre âme, nos émotions. On peut éduquer ces émotions ou, à un moment donné,
on va plus faire on ne fera seulement ce que la raison nous demande de faire, et ce sera plus irrationnel ou irraisonnable. The person who lawfully, in a lawful way, increases the lawfulness of the universe. Et donc, faire ce qui est nécessaire pour l'humanité devient quelque chose de 100% naturel. C'est ça l'éducation des sentiments. Donc, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue. Le danger est très grand dans ces guerres régionales qui peuvent exploser à n'importe quel moment et amener à l'explosion de la civilisation. Et si on crée ce mouvement de jeunes à travers tous les continents, si vous vous battez pour un ordre économique plus juste, de prospérité, pour mettre fin à 500 ans d'impérialisme et de néocolonialisme sur le Sud global, ce sera un facteur qui va faire la différence. Et vous allez devenir ce mouvement, un mouvement de citoyens du monde, en étant la voix du Sud global. C'est à vous de jouer, c'est en votre possession, en votre pouvoir, de changer l'histoire. Je vous remercie. Thank you very much, Helga. Merci beaucoup, Helga. And that way, I'll know as moderator that you want to speak. Donc, nous allons maintenant entendre nos amis à Sao Paulo. Et donc, il y aura plusieurs moments de discussion. Si vous voulez donc participer à la discussion, vous pouvez lever la main. Donc, vous avez cette option en bas de l'écran. Soit une main, vous cliquez dessus, ou plus avec 3 petits points et un rond. Donc, c'est à Sao Paulo. Bonjour à tous. Nous sommes ici en direct de Sao Paulo. Voici notre groupe. Ici, nous sommes très heureux de participer à cet événement très important. Je voudrais proposer une réflexion et ensuite je poserai une question. The Epstein class or allegorical warmongers conceive human nature. La classe Epstein donc considère les êtres humains comme mauvais. Et ils pensent que les êtres humains sont comme des bêtes, sont seulement bestiaux. Ce genre de croyance est très mauvaise. Ça influence les institutions actuelles. En tant que société, nous avons tendance à ne pas avoir confiance en notre capacité à faire le bien. Donc, nous détruisons, en fait, que ce soit en politique, nous n'intervenons pas pour changer la société. Quand nous avons l'espoir dans nos capacités, eh bien, alors, nous pouvons changer les choses. Alors, sinon, nous allons dans le chaos, la dissolution et les conflits éternels si nous n'agissons pas pour changer les choses. Et les idéologies néolibérales se basent sur des philosophes pessimistes qui pensent que l'être humain est mauvais, justement, et que la seule façon d'avoir les rendre obéissants, c'est d'avoir un pouvoir arbitraire. Donc, j'aimerais proposer ces réflexions pour tout le monde, particulièrement pour Helga. Elle a défendu toujours le travail de Nicolas de Cuse et elle insiste que c'est le philosophe de l'espoir. Et je pense qu'il y a tant de jeunes gens qui ont de l'espoir, car il y a tant de propagande dans les académies, dans les universités, dans la société en général, où on dit que l'humanité est mauvaise. Donc, est-ce que Helga, tu pourrais mieux insister quelle est ton inspiration à toujours insister que l'humanité est bonne et quel serait le message pour tous les jeunes qui sont là aujourd'hui par rapport à ça? Merci. Eh bien, dit Helga, je pense que cette idée que l'humanité est mauvaise, c'est un truc en fait pour attraper les gens.
car la classe Epstein, s'ils réussissent à convaincre les gens qu'ils sont mauvais et que vous avez une superstructure puissante, autoritaire, un État autoritaire, un léviathan, comme Thomas Hobbes et John Locke le proposaient à l'époque des Lumières anglaises, eh bien alors les gens se sentent petits, ils se sentent sans puissance, sans pouvoir. Et donc je pense que cette structure de règles arbitraires a existé seulement jusqu'au XVe siècle. Et avant, en fait, tous les pouvoirs étaient oligarchiques avant le XVe siècle. C'était toujours une petite classe qui avait les privilèges, qui laissait la population délibérément, en fait, arriérée. Mais avec l'émergence du XVe siècle, il y a eu d'autres formes de représentants, tels que des gouvernements représentatifs. Il y a eu l'idée de l'État souverain qui s'est développé, de l'État-nation souverain. L'idée d'avoir les gens qui participent dans le gouvernement, l'idée que le gouvernement est seulement légitime quand il a le consentement des gouvernés. Tout cela, ça a été des idées absolument révolutionnaires. Et Nicolas de Cuse a été absolument important pour cela. Et je pense que les conceptions de Friedrich Schiller et de Alexander von Humboldt, qui était un compagnon de Friedrich Schiller et dans la période classique allemande, ils ont eu pour la première fois, dans cette forme explicite dans l'histoire européenne, ils ont eu l'idée que si vous donnez une éducation universelle à chaque enfant, et que cette éducation universelle, il doit y avoir donc votre propre langue, apprendre votre propre langue dans ses plus belles formes, comme elle est présentée par les poètes, apprendre l'histoire universelle pour avoir un sens de l'entièreté de l'espèce humaine, la science naturelle, la géographie, la musique, l'art classique. Donc si chaque enfant a accès à une telle éducation universelle, chaque enfant peut devenir un génie. C'est une idée très révolutionnaire. Et William von Humboldt a commencé à mettre cela en place dans le système éducatif allemand. Et son influence est allée bien plus loin que le 19e siècle, et non seulement en Allemagne, mais aussi en Amérique. Et si vous avez cette idée que chaque enfant, quand il est né, il vient d'une famille qui n'a pas faim, qui n'a pas un manque de médicaments, s'il a accès à cela, s'il a accès à la capacité de développer tout son potentiel, alors chaque enfant deviendra un individu libre. C'est pour cela que j'insiste sur l'éducation esthétique. Donc, en gros, si chaque enfant, et dans ce sens, développe son plus grand potentiel, alors ils n'accepteront pas l'oligarchie. Et c'est pour cela que la bataille, c'est vraiment qu'ils veulent contrôler le discours ambiant pour contrôler les gens. Si vous regardez en Chine, par exemple, il y a 2500 ans d'histoire confucéenne, de pensée confucéenne. Et Confucius avait à peu près la même idée de la vie, que chaque être humain doit avoir la chance de devenir un Chunzi. Et là, vous avez la même idée, vous avez des idées similaires dans d'autres formes de civilisation, avec l'idée que chaque être humain a un tel potentiel. Dans beaucoup de religions, vous avez l'idée, comme dans la chrétienté, l'islam, le judaïsme, il y a cette idée que, malheureusement pas le sionisme, mais dans le judaïsme, vous avez cette idée que la nécessité morale pour les êtres humains est là. Et il y a aussi une tradition dans l'Église catholique, et particulièrement, par exemple, la tradition augustinienne, dont le pape actuel est un représentant, qu'il ne doit pas y avoir de contradiction entre la croyance et la science. Donc, il y a beaucoup de courants dans toutes les civilisations
qui ont cette idée que chaque être humain a ce droit, cette capacité inaliénable à développer leur potentiel le plus grand. Et donc, c'est la bataille de notre temps de mettre fin à cette forme d'oligarchisme une fois pour toutes et que tous les êtres humains soient libres. Si vous le regardez de ce point de vue, nous sommes dans l'une des périodes les plus inspirantes de l'histoire, si ce n'est pas la plus inspirante de l'histoire, car ce nouveau paradigme ce nouveau paradigme peut arriver aujourd'hui dans notre... nous pouvons l'expérimenter dans l'espace de notre vie si nous nous I mobilisons. now see that Dr. Pandor is joined to the meeting. Perhaps I can. Are you ready, Dr. Pandor? Okay, then I am Il extremely dit que honored Dr. Pandor est là. Il est extrêmement honoré d'introduire le Dr. Naledi Pandor. Elle est actuellement la rectrice de l'université Nelson Mandela et présidente du conseil d'administration de la fondation Nelson Mandela. Et bien sûr, elle est l'ancienne ministre de la coopération et des relations internationales de la République d'Afrique du Sud. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, selon les diverses régions où vous nous rejoignez. Je pense que la Dr Zepp a vraiment, de manière extensive, expliqué le contexte géopolitique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et le contexte dans lequel nous faisons cet appel à l'action aux jeunes gens qui rejoignent cette conférence internationale. Je veux juste retourner un peu en arrière dans l'histoire et rappeler qu'aujourd'hui, le 18 juillet, est connu au niveau international comme le jour Nelson Mandela, rappelant la demande faite par le président Nelson Mandela d'Afrique du Sud quand il s'est retiré de la vie publique et de son activité philanthropique active. Il a demandé au monde de travailler plus fort pour faire le bien pour les autres. Et il a insisté sur la nécessité urgente de combattre la pauvreté et l'inégalité. Je vois dans le chat, elle voit dans le chat quelqu'un qui disait qu'on ne l'entend pas bien, mais on l'entend. On l'entend très bien. Nelson Mandela a demandé que toute l'humanité ne devrait pas célébrer sa naissance, mais plutôt il a demandé que nous devrions nous dévouer 16 minutes de ce jour à faire le bien pour les autres. Cela a lieu par la charité, ce qu'on appelle la charité dans le monde, pour beaucoup de gens dans le monde. Il a conclu son message au monde en disant « Il est dans votre main de mettre fin à la pauvreté et de mettre fin aux inégalités. » C'est un appel à l'action que nous faisons aux jeunes gens, vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Je sais que beaucoup de jeunes gens ont pris ce mandat au sérieux en travaillant dans différentes organisations non gouvernementales, dans des organisations de la société civile, se concentrant sur le combat du changement climatique, la dégradation des terres, combattre la violence contre les femmes, aussi bien que d'agir, de faire entendre sa voix contre l'injustice, contre les génocides que nous voyons en Palestine par le gouvernement d'apartheid d'Israël. Et donc, en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques, beaucoup de gens sont très bien informés du danger posé par la réalité géopolitique actuelle. Les guerres que nous voyons en Europe, les guerres que nous voyons en Afrique, la guerre dans les régions du Moyen-Orient, tout cela pose une menace à toute l'humanité et nécessite une coordination
une action coordonnée de nous tous à travers le monde. Nous avons besoin d'encourager les jeunes gens à s'unir dans des efforts pour persuader les leaders globaux de sortir de la guerre et de l'autocratie et de se déterminer à la paix, au développement et à la justice sociale. Comme ces conflits ont lieu, les pauvres deviennent encore plus pauvres, les marginalisés sont encore plus marginalisés, les gens qui ont faim sont encore plus affamés et toujours plus si nous n'agissons pas. Si nous n'agissons pas, la situation deviendra pire et même ceux qui ont des privilèges aujourd'hui seront impactés. Donc ce que nous impactons, c'est une plus grande attention à la paix, aux opportunités de développement et à la promotion de réalisation de la justice sociale. Nous appelons à ce que le monde donne plus d'attention au développement de l'Afrique. L'agenda 2063 de l'Union africaine pour mettre fin au sous-développement. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de financement du développement, mais au contraire, l'argent va vers les investissements dans la guerre. Et donc, le monde est en train de s'éloigner de l'importance d'éliminer la pauvreté. Nous devons demander à nouveau que l'architecture de loi internationale soit renforcée. Il faut qu'elle respecte l'intérêt, la justice pour tous et non pas pour les privilégiés, l'intérêt des privilégiés. Et nous voyons aujourd'hui un assaut sur la Cour criminelle internationale, par la Cour de justice internationale, par des États qui, depuis longtemps, se sont concentrés avec la Cour internationale, la Cour criminelle internationale. Ils se concentraient uniquement sur les États africains, mais ils ne voulaient pas que cette Cour s'attaque à ce que ils commettent, aux horreurs qu'ils commettent. Et aujourd'hui, la Cour criminelle internationale s'attaque maintenant également à Israël et aux Européens, aux va-t-en-guerre, aux Occidentaux, et soudainement, les États-Unis alors veulent détruire cette Cour. C'est un abus de pouvoir, c'est une réflexion du double standard, de non-respect de la loi internationale. Et nous devons objecter face à cela. Nous devons défendre le multilatéralisme, renforcer les organisations internationales et la loi internationale. Troisièmement, nous devrions demander une collaboration, une coopération partagée pour justement un partage de la connaissance. Beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui doivent se souvenir de ce qui s'est passé dans le contexte du Covid-19, où des pays qui ont développé un vaccin contre le Covid-19 dans les premières semaines ont refusé de partager cette innovation et cette ressource avec des pays plus pauvres dans le monde. L'Afrique a dû se battre pour avoir les premiers 100 000 vaccins et elle n'a pas de capacité pour la production de vaccins. Et comme en tant que jeunes gens, vous devez mettre fin à cette inégalité et vous devez vous assurer que la connaissance, que l'innovation soit partagée et que cette capacité soit bâtie dans le monde, partout dans le monde, pour que tout le monde puisse avoir un grand développement, pour que quand il y a Ebola, par exemple, eh bien, nous puissions y répondre réellement comme une communauté globale et ne pas laisser ceux qui en souffrent se débrouiller. Donc, il faut que les jeunes aient plus un grand accès à l'éducation, au développement. Beaucoup trop de gens sont dans les rues, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont pas d'opportunités d'enseignement. Et donc cela doit s'arrêter. Le monde doit s'unir pour bâtir ces opportunités pour les jeunes gens. Aujourd'hui, dans les parties les plus développées du monde, la population est jeune.
et la population maintenant, mais il y a des gens, au contraire, oui, la population vieillit dans beaucoup de pays et il y a d'autres où il y a beaucoup de jeunes et il faut que les jeunes aient beaucoup plus un accès à l'éducation. Il faut avoir accès à beaucoup d'opportunités. Nous devons avoir une coopération partagée sur l'éducation, sur les compétences pour nous assurer que nous bâtissions un futur, une population qui soit orientée vers la connaissance, qui utilisera des idées, qui utilisera sa capacité intellectuelle pour développer le monde plutôt que d'aller vers la guerre et donc qui puisse agir pour résoudre les problèmes. Donc, enfin, nous ne pouvons pas, ensuite, nous ne pouvons pas continuer avec la situation actuelle où l'Afrique est premièrement exportatrice des matières premières, mais n'a pas la capacité industrielle de développer et de bénéficier de ces ressources minérales sur le continent, de les transformer sur place et que il faut augmenter la capacité industrielle, manufacturière de l'Afrique. Nous devons nous assurer que nous bâtissions des capacités industrielles, productives, des usines, que nous puissions avoir des institutions de transformation de ces matières premières pour que nos pays puissent ajouter de la valeur à ces ressources et puissent ensuite exporter des produits qui ont eu une valeur ajoutée pour l'Afrique et pour les Africains. Si nous ne faisons pas cela, nous serons pour toujours, nous aurons une Afrique qui est en arrière. Et c'est la plus grande injustice que le monde fasse à l'humanité. Nous devons aussi mettre des ressources pour augmenter la sécurité alimentaire. Des millions de familles, d'enfants, de jeunes gens dorment chaque jour sans avoir eu un seul repas. Et encore là, le monde a des millions d'hectares qui sont pourtant disponibles pour produire et pour avoir un développement agraire. Nous devons assurer la sécurité alimentaire. Nous devons augmenter la capacité d'avoir une bonne nutrition, de développer, d'avoir des jeunes adultes qui puissent développer leur pays. Nous devons augmenter la coopération sur nos réponses face au changement climatique. Conférence après conférence sur le changement climatique, sur différentes choses. Il y a eu des promesses de financement pour les réponses au changement climatique, mais année après année, il n'y a eu aucun financement disponible. Le danger du changement climatique est vu par tout le monde aujourd'hui. Et encore, la réponse est inadéquate. Il n'y a vraiment pas de management adéquat et nous devons nous assurer qu'il y ait une plus grande responsabilité à protéger la vie des communautés rurales qui sont les plus impactées par les effets négatifs du changement climatique. Nous devons aussi nous assurer que les jeunes gens aient une voix. Docteur Zep et moi-même, nous avons plus de 60 ans. Il doit y avoir plus de jeunes gens, plus de jeunes leaders qui nous parlent de comment ils voient le monde et les idées qu'ils ont pour changer fondamentalement les choses. Et ils doivent apprendre l'histoire et la politique que la docteure Zep Larouche nous a développée pour nous tous et comprendre, alors qu'ils développent leurs perspectives sur ce que le monde doit faire, qu'ils le fassent avec une compréhension complète du contexte géopolitique, de la possible architecture financière qui puisse être développée et du multilatéralisme, du renforcement des institutions internationales. Avec cette force, cette capacité, ils peuvent nous présenter alors les idées qui montrent qu'ils ont compris Monsieur Mandela quand il a dit « cela est dans vos mains, c'est à vous ». Aujourd'hui, les jeunes gens qui nous joignent, c'est dans vos mains de faire en sorte que le monde aille vers un agenda global de paix, de développement, de justice sociale. Et j'attends d'entendre vos idées maintenant sur comment vous voulez assurer d'honorer le président Mandela en faisant exactement cela.
Merci à vous Thank pour you cette very much, Dr. opportunité. Pandor. Merci beaucoup, Madame Pandor. At this point, we are proceeding to the open dialogue portion. We invite Donc, nous arrivons à la discussion. J'invite les gens à lever la main. Donc, vous pouvez lever la main. En bas de votre écran, vous avez soit une main, tout simplement. Donc, vous appuyez dessus et vous serez dans la file d'attente. Si vous ne voyez pas de dessin d'une petite main, vous avez le bouton, le rond avec 3 petits points marqués plus. Et là, vous cliquez dessus, vous verrez cette main. Levez la main, l'option lever la main. Et étant donné que vous écoutez en français, vous parlerez en français. Nous vous traduirons en direct en français. N'hésitez pas. Donc, nous avons nos amis dans le Bronx. Donc, Keinen Tisselblaut est dans le Bronx. Nous l'entendons. Il demande de montrer sa vidéo. That's okay, and certainly introduce yourself and the group that's with you. Thank you. Sure. So my name is Kynan Thistlethwaite. I'm a 24-year-old organizer with the Schiller Institute, and I also work with Je suis Kynan congressional Tisselblaut. candidate Jose Vega, Je suis avec le who will candidat also be au speaking Congrès. in this panel. He's running for Congress here in the Bronx, and this is actually the poorest congressional district in the entire United States. And we actually do have one question from the room. We've gathered about 8 people here in our little office in the Bronx, and we were delighted to hear the remarks of Helga Zepp-LaRouche, and especially Dr. Naledi Pandor. We're all honored to have the opportunity to hear from her. So I actually have one question for Dr. Pandor, and then I can turn it over to our group here. Is that okay, Daniel? Can I direct my question now? Please go ahead. Let's hear both of the questions, and then we'll get the responses from Dr. Pandor and from Helga. Okay. So, Dr. Pandor, you mentioned that Docteur today is Pandor, Nelson vous Mandela avez Day, mentionné and que c'est he le had a jour very Nelson active role in Mandela the et que anti-apartheid movement il a in joué donc South ce rôle Africa. actif dans le mouvement anti-apartheid en I'm Afrique just du wondering Sud. if you can share Et je your me demande reflections, si vous pouvez working partager with vos that movement for a long réflexions. time, Vous avez what you travaillé think pendant we longtemps can apply avec ce mouvement et qu'est-ce que vous pensez, comment nous pouvons agir, nous inspirer du mouvement anti-apartheid ici et ailleurs dans le monde. Donc c'est ma question. Donc il y a quelqu'un d'autre qui va parler. Donc il est dans le Bronx, il fait campagne avec José Vega. Il y a plusieurs personnes qui sont avec lui qui veulent parler aussi. Je suis Claresbert Tapper. J'ai aidé différents candidats politiques. Je suis avec José Vega maintenant. J'ai étudié la loi internationale. J'ai voulu agir aux Nations Unies, rendre les Nations Unies meilleures. À nouveau, je veux le faire. Et je mentionne, Naledi Pandor a mentionné la Cour criminelle internationale. Elle est totalement inefficace. Il n'y a pas de mécanisme pour que les coupables soient réellement qui payent pour leur prix, pour ce qu'ils ont fait. Et en fait, Netanyahou et Vladimir Poutine ont des demandes d'arrestation de cette cour. Et en fait, bon, il y a des commentaires sur ce que chaque pays pense de cela, mais il n'y a pas d'action concrète. Ma question à Naledi Pandor, c'est si quelles sont ses pensées sur comment nous pouvons améliorer la cour criminelle internationale pour que des leaders comme cela puissent être réellement inquiétés pour est-ce qu'ils doivent être punis ou pas.
Thank you. Please go ahead, Dr. Pandor. Oh, j'ai tout traduit pour rien. Oh, sorry. You're Oui. muted presently. Alors, on a eu un petit problème de micro. Donc, apparemment, Clément a repris la traduction. Je continue. Yes, Am please. Euh, Should I respond? Voilà, maintenant, on va Unfortunately, demander à Madame Pandor the de... volume from your side is very low, Le volume, malheureusement, it's difficult to est très hear. traité bas de votre But I côté think et il I heard the est difficile question. de vous entendre Firstly, with respect précisément. to Mais the sur la anti-apartheid question struggle, du I combat think the most anti-apartheid, important lesson je pense que la was that the leçon la plus struggle importante has to est que have ce combat doit different avoir facets to it. différentes facettes. In the initial stages of our Au leaders stage initial, seeking to combat racism and apartheid c'est l'idée de oppression, combattre they l'oppression et le believed racisme. Ils that croyaient good fondamentalement graces would prevail and que la that bonne, petitions voilà, que des would persuade the pétitions oppressor allaient that he persuader should change. l'oppresseur And so de changer they sa manière de didn't penser. Et organize donc, in a ils n'ont pas range vraiment of activities to un challenge ensemble the oppressor. d'activités They pour would mettre au défi go to l'oppresseur. offices, Ils allaient dans they les would dans les march, bureaux, protest, ils allaient faire des deliver marches, des petitions. And as they conférences, faire des matured pétitions. in the struggle, Et après, bah, ils ont they vu que ça ne realized suffirait that pas, much more is necessary if que you are bien to plus win allait être freedom. nécessaire si on And so voulait they atteindre la began liberté. processes of Et ensuring ils the ont people, the mass commencé of à, the s'o- oppressed, à organiser understand la oppression masse, and a à party comprendre to the l'oppression activism et associated en with the faire des struggle for activistes freedom. dans un So parti mass pour la paix mobilization et la is a liberté. very important Donc c'était la part of mobilisation the de masse struggle. et l'éducation de masse qui a Thirdly, été fondamentale dans they ce combat anti-apartheid. believed that racism and Et racial ensuite, oppression are an l'oppression offense raciale et to le humanity racisme est and une that offense à therefore a l'humanité, crime against donc un humanity. crime contre So they l'humanité, de le faire actively reconnaître. pursued Donc ils ont partnerships poursuivi des internationally partenariats au to niveau secure international cooperation pour avoir des that they referred coopérations to as international solidarity comme in an la solidarité international internationale anti-apartheid dans un mouvement campaign internationaliste contre that would l'apartheid. Et ensure ça a été aussi une part très importante de la bataille, qu'elle soit internationalisée. against the Des apartheid politiques de oppressive boycott regime. et des choses comme They ça ont été secured organisées partout this dans le monde. international solidarity, and throughout the Et la world, solidarité you have internationale a joué individuals un and grand rôle organizations parce qu'il y avait des that made a organisations dans le massive monde entier, contribution to the des eventual gens success qui of the ont struggle for participé freedom grandement à la against liberté apartheid. contre A third element, l'apartheid. which was Un less, troisième I élément believe, était, je impactful, pense, but qui était nonetheless was peut-être part moins of the d'impact, mais struggle, qui était was the partie use of intégrante armed du struggle, combat. because they C'était le combat realized that armé, without bien an sûr. ability to wage an armed struggle against the oppressor, you're Contre not going to l'oppresseur. achieve impact. And their focus Et donc, il y a eu aussi cette was partie de la state-oppressive mobilisation, institutions, de the police déstabilisation who d'un fought point de vue rebellion, militaire, mais the armé, quoi. soldiers who killed ordinary Mais on se people faisait and tuer. masses in the struggle. So armed Les gens, les struggle civils se became a faisaient fourth tuer. part Donc, of c'est this devenu very une partie important campaign également against importante apartheid oppression. dans le So I combat contre think l'apartheid parce these qu'on n'avait pas le choix. facets of the Donc, struggle ces are 4 some of what we have inherited composantes de ce combat as se sont our cumulées lessons finalement from the liberation movements jusqu'au mouvement de of libération South Africa. But de most l'Afrique du importantly, Sud the desire et for le freedom désir and democracy, de and that liberté, these de are démocratie a été ce qui a values and vraiment attributes des that valeurs every human being modernes should enjoy. qu'il y a en chacun Man, d'être humain woman, et auquel black, chaque être white, humain aspire, qu'il soit whatever, blanc, vert, we jaune ou all bleu. must enjoy freedom, On doit human tous avoir rights, accès à and la the liberté, aux basics droits of humains social et aux droits justice. fondamentaux de These la are the justice lessons sociale. we have learned C'est ça les from the leçons que nous avons anti-apartheid apprises dans le struggle, mouvement and they are the anti-apartheid reason for our attachment et notre to attachement former President Nelson Mandela, à Nelson because Mandela, these l'ancien président, parce were que values and c'était ses valeurs, principles that c'était ses he principes. and his companions Et lui et ses taught compagnons to nous us ont and enseigné urged us to live et nous ont dit as we seek to build a que c'est pas transformed que pour nous, que South c'est pour le Africa. monde We haven't entier. succeeded On as a yet. On n'a We're pas a encore nation in vraiment fini transition, ce combat. but these Finalement, on est values dans une nation en continue transition, to mais be ces valeurs paramount in continuent the à struggles exister et of sont le freedom socle du combat pour la that we liberté continue to wage. que nous continuons à mener. With respect to the second Et question, sur la I seconde think the question, je ICC pense que la has Cour struggled pénale to be internationale successful
en effet, n'est pas très effective, parce que les pays de l'Occident ne veulent pas qu'elle soit efficiente. Les statuts de Rome n'ont jamais été ratifiés par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays d'Europe et aussi d'autres grands pays en Asie. Et à cause de cela, de ce manque de soutien finalement à cette Cour pénale, les mandats d'arrêt qui ne sont pas signataires, eh ben, ils pensent qu'ils peuvent tout simplement ignorer ce mandat d'arrêt. Et c'est tout. Voilà. Et simplement, ils vont reconnaître la Cour pénale internationale. Si par contre, là, ça les enrage, et évidemment, toujours cette politique de double standard, de respect de la loi internationale. Ce qu'on a besoin, c'est que chaque personne dans le monde, d'un point de vue du droit, si c'est quelqu'un qui a commis un génocide au Rwanda, si c'est quelqu'un qui a commis un génocide en Europe de l'Est, c'est la même manière dont il doit être jugé. Si quelqu'un a torturé des prisonniers en Irak, il doit faire face à la Cour pénale internationale. Jusqu'à ce qu'on ait une institution qui soit capable de répondre à ces jugements partout dans le monde, alors on n'arrivera pas. Donc, il y a eu quelques réussites au Rwanda, il y a eu la Cour de justice, le génocide. Mais on a besoin que tous les pays soient jugés de la même manière et que tous les pays respectent ce droit international à travers cette Cour, pas simplement quand ça les arrange. C'est seulement à ce moment-là qu'on aura un respect mutuel pour les institutions et qu'on aura une institution auquel tout le monde pourra avoir confiance et ce qui sera effective. Je vous remercie. So now we'll turn to the team in Uganda. Maintenant, nous allons retourner en Ouganda, à Kampala. Those of you who work to organize this, once again, Timothy, and then you have the floor. La parole est à vous. Hello, bonjour à tous. Merci Daniel. Je suis très content d'avoir cette opportunité de parler à des jeunes du monde entier. Je suis Timothée Msima et je suis là avec une équipe ougandaise. Donc il y a Robert ici, Winnie et d'autres. On est vraiment très excités d'avoir participé à ce dialogue jusqu'à présent. Nous, on est en train de faire grossir le mouvement de gens qui s'intéressent à cette mobilisation internationale. Moi, je suis un ingénieur dans le pétrole. Et moi, j'aime bien parler d'énergie parce que c'est mon domaine. Comment on peut faire plus pour changer les manques d'énergie, la crise énergétique qu'on a en Afrique. Parce que 600 millions de personnes vivent encore dans le noir, sans électricité. Donc, il n'y a pas de souveraineté énergétique pour quasiment aucun des pays africains, à part l'Afrique du Nord. Et je voudrais simplement, aujourd'hui, peut-être parler d'un sujet un peu différent, qui est la question sociale. Avec l'aide de l'Institut Schiller pour changer l'état d'esprit qu'on a ici en Afrique. Les jeunes Africains, la manière dont on pense, est un peu différent des autres. On essaie de faire en sorte que les jeunes d'Afrique puissent penser plus en cohérence avec d'autres pays du monde. Quand on regarde l'état de l'Afrique aujourd'hui, les conflits, au Congo, au Somalie, il y a un conflit, Soudan, il y a tous nos voisins, Kenya, Tanzanie,
il y a des conflits partout. Uganda is now a refugee hub. But why are conflicts sprouting up? Et pourquoi ces Because some conflits of these apparaissent? youth are Parce totally que, maybe involved because of lack of le of manque employment. d'emploi, How can we create employment for la these youth? We pauvreté, have to change the way crée les we conditions de think ces conflits. about Et la question employment fondamentale, c'est comment on va and créer les transform emplois from being pour transformer, seekers of employment on being ch- creators of employment, pour and how passer can du we do this? statut de chercheur At least d'emploi à empower our créateur own d'emploi. technology Et c'est ça, systems, and d'avoir also des do nouvelles transfer of technologies. technology as On big recherche activement des forums such transferts as de this. technologies Because we find out that the technology we have sometimes is foreign parce and que we cannot la share so that we can technologie benefit qu'on from a our own aujourd'hui systems. Look, an instance, est that's obsolète how dans la plupart des the cas. question which I Et donc, addressed il nous earlier, faut the justement aujourd'hui youth faire un we lose saut here in qualitatif Africa, en termes even if d'utilisation des this technologies computer I'm using modernes. is foreign. Everything, the cars, what we cannot innovate, and On there's ne peut no pas way. I always innover share with Daniel aujourd'hui that encore. On there's n'a this pas les term that centres Daniel keeps d'innovation Velesa nécessaires what the pour Chinese cela. can do, we Et ce can que les also do Chinois it. ont fait, et je pense que ce que It's les just Chinois a ont fait, on matter of peut le how faire. La we question, are c'est comment programmed and how we think. on met en place But des also programmes pour commenting atteindre les about mêmes the education objectifs. system, which we think has also done Et us c'est more pareil pour harm le than système good, éducatif, because the qui fait plus de education mal que de bien. we take here in Africa is majorly theoretical. So we C'est totalement really théorique ce qu'on want to apprend ici. have Il n'y a pas education which is d'application, practical, donc c'est which is totalement transformational, théorique. and through the principle Et il n'y a pas de can théorie help us pratique, de théorie to sustain the transformatrice pour population. As transformer you're la all théorie en aware that pratique dans des the cadres de projets population concrets. of Africa Mais c'est ça, c'est will aussi un gros be problème dans le système 2.5 éducatif billion actuel. by Et comme 2050. ça a été dit, on sera So 2,5 meaning milliards that one of every en 4 2050. persons in the world will be an African. So meaning that we have to create a lot of Donc, on employment doit for Africans. créer And massivement when des we don't emplois. do this, we sometimes find it out that instead of the population Et dividend au which we lieu, should be having mostly as Africans, it might end up turning into a population burden if we don't ah oui, si on ne crée empower pas un our maximum own d'emplois et African de développement, youth malheureusement, on aura certes through beaucoup de jeunes skilling them, through qui giving seront là them en appropriate 2050, mais ils technology, seront ni and qualifiés, still ni des making them emplois, et là, ce out-driven. sera une So catastrophe. that's Donc, c'est what vraiment un we sujet are doing now. fondamental. But also Et nous, on y maybe travaille sharing actuellement. about that, because I've been speaking on this, Voilà. about telling African stories, Et je le because dis this is one of the constamment, issues which we have here in Africa. qui va être A une lot question of beautiful fondamentale pour things les... are happening in Africa, il y a but we beaucoup de don't choses tell our belles qui se African passent en stories. Afrique, en We fait. don't, the media Mais les sometimes paints médias us as people who are still ne se backward. concentrent But pas if we could là-dessus. On have préfère dire que like l'Afrique est encore genuine platforms arriérée. which could tell our African Donc, stories, il that faut could qu'une change the plateforme narrative raconte of how the nos world belles looks in histoires, Africans and les how we look réussites, les and how the développements. world Et ça, c'est perceives us. jamais And maybe vraiment that we can réalisé change dans les from médias ici ou maybe the internationaux. end-to-end On se systems we concentre can surtout have sur here les problèmes en Afrique. to prove us as Et personne ne vulnerable parle and how justement to take des notion of réussites. trade and cooperation. Because when you look at aid in Africa, aid has been transforming from the time when you look at maybe in the 60s, how the L'aide au projects développement were supporting us. They qui were s'est développée dans les transformational années projects, maybe 60, at the height of the Cold si on War, regarde where les the résultats, Soviets were n'ont pas funding été and the Americans were also funding. But over the time, importants. aid has been changing the course. And sometimes we've also reached at a point where we have food aid, which is the worst thing, more especially here in Africa, Et where we même have dans a lot certains of cas, food l'aide a and a été, lot of resources a that rendu could la help us situation to souvent sustain bien pire, our own production systems. plutôt So que d'avoir un basically, notre that's propre what système we are de calling production et de on youth développement. to Donc c'est join pour ça the que les cause jeunes, c'est très of important qu'on se sort of réunisse, changing the way we think so that changer we la could also manière de be like how penser. other youth across the On ne world doit pas attendre des autres. are doing, and also change. Also, we be like those ones who innovate and invent and innovate. On doit Innovate. créer nous-mêmes nos propres Thank you centres very much, Daniel. d'innovation. Et Maybe merci à tous. Robert can also share something briefly. Peut-être, maybe, so that- Robert peut dire quelque chose aussi. Yes. Absolutely. Please Oui, go oui. ahead, Robert. Thank you very much, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Schiller Institute for the platform Merci à giving us l'Institut the Schiller de to mettre en place ces plateformes de across discussion issues that pour qu'on puisse discuter de develop ces questions de fond, us de as a youth développement, and also et change the surtout en world. particulier entre jeunes pour changer le I'll monde. actually pick up straight from Timothy. He has really dissected the issue of mindset change properly. La question, c'est qu'il a The way parlé I think clairement of du mind. changement de mentalité But qui est personally, nécessaire. I'm going to address the issue of Mais moi, je voudrais parler uh,
unemployment. du chômage. So we are looking at mindset change Si and on parle de how it can changement be d'état affected by d'esprit our education system, et which trains les effets de mainly notre job système, seekers. I would de think notre a système platform d'éducation like qui nous pousse Flying à être que des Students chercheurs help d'emploi et us pas des mainly here in créateurs. Africa to collaborate Et and donc, come il up faut with que justement, on doit business and développer corporate notre propre entities, business, companies nos to be propres specific, entités, nos propres because sociétés. On est trop dépendant des sociétés most internationales. of the youths, according to our Et ça, c'est le education rôle des systems in jeunes. different countries, they are Et on le voit dans nos training systèmes éducatifs. On est youths éduqué to become employees. But à you être see, des and what are we, employés employees of which companies, in whose de grandes companies? compagnies, mais des So compagnies de you qui? find that Des we are sociétés de training qui? the Donc, youth to become employees to on est companies that éduqué à belong to devenir des Africa. employés d'une grande compagnie So to bring the étrangère. African Donc story ça doit to the changer. business world, there is need for us to collaborate Donc across on doit African countries. collaborer avec So d'autres that pays you have, africains let's say, qui ont a youth développé from des Kenya, expertises, des jeunes au Kenya, from Cameroon, du partnering Cameroun, with the youths avec from les étudiants Uganda, là-bas, and they come up with d'Ouganda a et d'autres company. pays, et donc créer une compagnie ensemble, une This is société, in a bid to have regional trade first. pour avoir Because as des you échanges realize, régionaux plus rapides, plus based directs on entre what nous, Timothy sans has passer said par les about our sociétés African story, internationales. we do not have a very good reputation outside there in terms of even business On collaboration n'a pas une très bonne with réputation dans international le monde en termes corporations. de business, So de because management, de gestion de most of société. the media that tell the African story, Parce they que tous ceux always qui tell the racontent wrong l'histoire one. africaine ne We parlent have que des buildings problèmes. here, we have people, we have very good land, we have Alors resources, qu'on a des gens qui sont and capables de we bâtir des have very sociétés, qui essayent, qui habitable places développent des choses nouvelles, come from Europe qui or ont développé cette nouvelle mentalité United States to d'entrepreneurs, Africa here. You've qui seen sont allés aux the États-Unis, même people are certains ou really ailleurs, et have a very good mindset. qui ont un So sens de ça, de let's acknowledge l'entrepreneuriat. that we are not doing so Mais well when it après, comes on to a our picture beaucoup de outside problèmes d'argent, Africa. bien sûr, We need first of de all trouver des collaborate fonds. within ourselves. And Mais on that doit is d'abord through collaborer entre nous, meeting pays or africains. formation of Trouver les moyens entre nous, pays multinational africains, companies. de So bâtir we des sociétés Africans, nationales, des one entreprises of the nationales. challenges this is going Et to un des face is défis, c'est un capital. des défis And that has been really the biggest problem when it comes to small and medium enterprises here in pour Africa. les petites et moyennes entreprises, So de this trouver du is where, capital. Daniel, I call upon Ça, the c'est youth of the world to look donc at j'en profite the de prospect, cette the plateforme pour potential of regarder Africa in comment the le next 10, potentiel de 20 l'Afrique years. dans les To 10, think 20, that 30 ans arrive we are going to have the largest doit population, être the largest montré afin market, que les and the largest le in capital puisse arriver, technology and les gens puissent investir, aider science les in petites et moyennes contribution to the entreprises world. The nationales best ou business hub in the world is régionales, really going to be rotating around Africa. parce que So tout va tourner autour de l'Afrique dans 20 ou 30 ans. Donc c'est ça que le monde doit entendre pour pouvoir investir et investir le capital dans des sociétés et la coopération ici, pour développer l'Afrique d'un point de vue économique. Nous, on crée nos compagnies, nos sociétés ensemble pour développer notre marché. Et ce sera un gros marché. Et ensuite, d'avoir le reste du monde qui investissent dans ces compagnies d'intensité capitalistique extérieure afin de nous permettre justement d'accélérer le processus d'industrialisation de nos pays. Ça aura un impact très grand dans les années à venir. Donc, je voulais remercier Daniel et l'Institut Schiller. Merci beaucoup. Merci. Bravo à votre organisation, à l'Institut Schiller. Ah, et on vous dit bonjour à tous, on dit bonjour à tout le monde. Merci à vous. Many thanks. Merci Helga. beaucoup, Ouganda. Merci beaucoup, Timothy. What you just developed is really the C'est key, très important ce que if vous you venez really de développer. expand C'est it, fondamental, ça doit because être you see, the étendu même. problem is that, Parce que vous voyez que le I problème, can only speak at this point je peux for, parler seulement pour l'Europe, relation to les Africa. relations de l'Europe avec Which l'Afrique, in the past, I qui dans remember le a couple of passé, years je me ago, rappelle, il y a quelques années, one day, un jour, there was an article in, il y avait un Bavarian article dans la presse newspaper de portraying Bavière the African continent as a qui continent montrait of le continent poverty, africain d'un misery, continent terrorism, pauvreté, famine, misère, one catastrophe
une catastrophe après l'autre. Et le même jour, un autre journal d'Afrique qui avait proposé l'idée qui est quand l'Afrique est le continent du futur, avec beaucoup de potentiel de société, des jeunes. Et c'est exactement ce que vous avez dit, en fait. Ce qu'on a besoin, c'est de présenter au monde la possibilité absolue du continent africain de devenir ce sera la Chine de demain. Le continent africain sera la Chine de demain. C'est-à-dire que le miracle économique qui va transformer la Chine en 40 ans peut être totalement répliqué en Afrique. C'est tout à fait possible. Et si vous comparez, la Chine aura des grands problèmes parce que, à cause de la politique de l'enfant unique pendant des décennies, c'est seulement récemment qu'ils ont changé, ils ont abandonné cette politique, mais leurs jeunes ne veulent plus avoir d'enfants, donc ils ont un gros problème démographique qui va être énorme en Chine. Ça sera une population très âgée. Mais l'Afrique, elle aura, au contraire, une démographie croissante de jeunes. Ce sera son facteur le plus important et même le facteur important pour le développement dans le monde. Et dans le passé, quand les pays européens étaient totalement dominés totalement avec leur système libéral, l'économie de marché, l'idée de New Deal vert, qui a totalement lavé le cerveau du continent, toute l'attitude, c'était le développement durable. Ce que ça voulait dire en pratique, c'était que l'aide au développement, c'était chaque village devait avoir sa fontaine, juste des technologies vertes, chacun doit avoir son propre puits, mais ça veut dire pas de développement en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça commence doucement, mais il y a une réorientation où les gens reconnaissent que tout ce concept de développement durable, d'aide au développement, n'a pas marché du tout et n'avait même pas le but de marcher. Et c'est ça que la Chine a montré. Alors, les vrais partenariats d'égal à égal, c'est ça, il n'y a que ça qui marche. Et c'est le début, même en Europe, de repenser les choses différemment pour traiter les nations africaines comme des vrais partenaires. Et c'est ça la prochaine difficulté. C'est que la plupart des capacités productives en Allemagne, par exemple, et dans les petites et moyennes entreprises, et pas les grandes entreprises, et pour elles, c'est pareil, c'est très difficile. Pour eux, c'est souvent considéré comme très risqué. Ils ont besoin d'une protection de l'État, de garanties. Et donc, c'est des choses qu'on doit discuter, en fait, parce que les entreprises allemandes pourraient aider au développement. Qui créent des exemples, justement. Ils veulent mettre fin au colonialisme. Et changer le mode de coopération. Et donc, on arrive à un moment où il est relativement clair que la crise des migrants peut complètement faire une détonation au niveau des pays européens. Parce que l'extrême droite, vous avez vu, en train de monter très fort dans les sondages en Allemagne. L'AfD, le parti d'extrême droite, qui est très anti-migrant, ils vont peut-être gagner la prochaine élection dans l'État le Parlement de l'Allemagne de l'Est, en Saxonie. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils sont totalement contre l'immigration, mais ils peuvent devenir un élément, si on écoute le pape Léon XIV a dit, dans tous les discours qu'il a fait dernièrement, il était en Espagne,
que sur la question des migrants, on doit intégrer d'un côté les gens d'un point de vue de la dignité humaine à l'image de Dieu, mais aussi important et peut-être même plus important, de garantir leur droit de rester dans leur propre pays. Et ça, ils peuvent le faire que s'il y a du développement. Donc, en Allemagne, en France, Marine Le Pen peut-être peut gagner la prochaine élection présidentielle en France. Tous ces mouvements d'extrême droite peuvent être un levier de réflexion. On a besoin de coopérer sur pourquoi les gens fuient leur pays, en fait, et amener un vrai développement industriel. Et je pense que si on coopère du futur de votre pays en tant qu'opportunité, alors nous, on peut l'emmener en Europe et aller voir les industriels et dire, regardez, ça c'est le futur de l'Ouganda, c'est le futur de l'Afrique, c'est peut-être le futur de votre business également, et on va travailler là-dessus. Et donc, ça nécessite une coopération rapprochée et on peut le faire. Et Timothy et Robert, et moi, je veux vraiment présenter cela de manière cohérente à notre forum le 31 juillet, parce que c'est exactement le message qu'il faut faire passer.